Mathieu Lecoutre, bonsoir. Vous êtes historien. On vous doit un livre intitulé Le goût de l'ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge. On buvait quoi en France au Moyen-Âge pour s'enivrer? Alors pour s'enivrer, il y avait un groupe de 3 boissons principales. Il y avait le vin, essentiellement. Il y avait toutes les bières, toute la diversité des bières. Et puis il y avait les cidres également. Alors le vin, c'est les Romains qui nous l'ont apporté au fond, d'après ce que vous racontez. Avant les Romains, pas de vigne en France. Les Grecs et les Romains. Il est vrai que les Romains sont à l'origine de la grande diffusion de la vigne, de la vitis vinifera chez nous, dans la Gaule, qui est devenue par la suite la France. Et les bières, en revanche, c'est la boisson des Gaulois. C'est la boisson des Gaulois. La cervoise, c'est de la bière. Alors, si vous voulez, mais normalement, stricto sensu, la cervoise, c'est une boisson sans houblon. Ah oui. La bière, normalement, doit contenir du houblon. D'où une différence culturelle ensuite avec les Francs. Boire du vin ou boire de la bière, c'est se référer à une culture ou à une autre. Oui, vous avez raison. Au début du Moyen-Âge, on a une tension entre 2 mondes culturels. On a le monde germanique, adepte de la bière, et le monde romain, christianisé, adepte du vin. Et petit à petit, les aristocrates francs se mettent à la mode romaine et laissent un peu de côté la bière en faveur du vin qui est le sang du Christ pour les moines, pour les évêques de Gaule. Pourquoi est-ce qu'on boit ceci plutôt que cela? Au fond, c'est la question majeure que vous vous posez tout au long de ce livre. Oui, le buveur est toujours sous influence? Il a une part d'autonomie, évidemment, mais on apprend à boire dans les bras de sa mère. Et ensuite, dans la sphère familiale, puis la sphère amicale, on intègre des gestes habituels. Et il y a finalement une donnée culturelle qui est essentielle pour savoir ce que l'on boit. Il y a géographique. Territorial, vous avez tout à fait raison. Et on boit ce que le territoire peut produire, mais on boit aussi des boissons qui donnent du sens. Je reviens sur le cas du vin. Le vin est valorisé parce qu'il est le sang du Christ. Lorsque les populations germaniques viennent avec leur manière de boire de la bière, il y a un problème de sens. Alors on en vient parfois à expliquer que la bière est malgré tout une sorte de pain liquide. Et donc là, on rejoint le corps, le pain et Mais encore aujourd'hui, on boit en fonction du groupe auquel on a envie d'appartenir. Oui, il y a une dimension identitaire qui est liée à la consommation de boissons. Ouais. S'enivrer, est-ce que c'était mal vu au Moyen-Âge? Oui, c'était un péché. C'est un péché qui est associé au péché capital de gourmandise. Il est donc mal vu. Théoriquement, il l'empêche d'aller au paradis. Mais en même temps, il y a tellement de banquets à l'époque, notamment chez les nobles, mais aussi les fêtes qui rythment les années des paysans au Moyen-Âge, que les occasions de s'enivrer sont nombreuses et que j'ai l'impression que ça passe assez bien. Oui, en fait, il y a un écart entre la théorie et la pratique. Et si on poursuit dans la sphère religieuse, on peut évoquer le cas de papes, notamment à Avignon au XIVe siècle. Clément VI, en 1342, arrive au pouvoir et dans une logique d'ostentation et de festivité, il distribue gratuitement 160 000 litres de vin aux Avignonnais pendant 4 semaines. C'est sous François Ier, si je vous ai bien lu, oui, qu'on a commencé à lutter contre l'ivresse. Effectivement. On a un édit qui, pour la première fois, criminalise l'ivresse et l'ivrognerie. On est en 1536. Il faut comprendre cet édit de François Ier dans un contexte de tension religieuse. Les protestants ont envie de moraliser le christianisme. Et le roi français, roi absolu de droit divin, catholique, essaye de moraliser son royaume pour limiter la diffusion du protestantisme. Et il interdit toute ivresse dans le royaume et il met en place toute une échelle de sanctions. Si jamais on trouve un enivré dans le royaume la première fois, on le met en prison au pain et à l'eau. Ce qui correspond à une certaine logique. Cellule de dégrisement. Exactement, on dirait cela aujourd'hui. Si il est récidiviste, eh bien on le remet en prison au pain et à l'eau, mais on le bastonne en prison. S'il recommence une 3e fois, on le fustige en public, et la 4e fois, on lui coupe les oreilles et on le bannit. Alors pourquoi est-ce qu'on lui coupe les oreilles puisque on ne boit pas par les oreilles? C'est parce qu'en fait, on a l'impossibilité de couper par où il a fauté. Il a fauté par la gorge,
Et donc, si on lui coupe la gorge, on le tue. Donc, on lui coupe les oreilles parce qu'il n'a pas assez entendu les préceptes de moralisateurs qui lui demandaient d'arrêter de boire autant. Avec la Renaissance, la découverte de l'Amérique, vont arriver des boissons comme le chocolat, le café, le thé. Le thé va rester en France dans les classes supérieures, hein, d'après ce que vous dites. Oui. Le café, en revanche, va se diffuser partout. Oui. Alors, les deux boissons sont vues comme des boissons stimulantes. Oui, et on boit pour se stimuler. Et le succès relatif des deux boissons s'explique par le fait qu'elles vont pouvoir, à certains moments, remplacer le vin comme boisson stimulante. Et elles ont l'avantage de stimuler sans enivrer. Ouais. Donc ceux qui veulent travailler tard boivent du café. Le succès du thé, c'est surtout chez nos voisins anglais. Chez nous, en fait, les Français ont du mal à donner du sens à cette boisson, notamment parce que c'est le café déjà qui a pris la place. Et le café, à l'époque des Lumières par exemple, devient véritablement la boisson des philosophes qui écrivent en buvant du café. Et là, on a une évolution intéressante. Rabelais, d'après ses romans, écrivait en buvant du vin. Eh bien, on a Rousseau qui écrit en buvant du café. Ils n'écrivent pas les mêmes livres, ceux-là. Ah, ils n'écrivent pas les mêmes livres. Et le chocolat ? Le chocolat ? Alors, le chocolat, il vient effectivement des Aztèques, découvert au XVe siècle, puis introduit par la suite chez nous. Alors, le succès du chocolat est moindre, puisqu'on n'arrive pas à donner du sens à cette boisson. C'est une boisson exotique qui ne ressemble à aucune autre boisson. Et elle est vraiment, initialement, enfin, au XVIIe et XVIIIe siècle, limitée dans la sphère des élites. C'est véritablement au XXe siècle que le chocolat... On en boit le matin. À quel moment est-ce qu'on a cessé de boire du vin au petit déjeuner pour boire du café, par exemple ? Ça dépend. Louis XIV cesse de boire du vin, pour la première fois, ne boit pas de vin au petit déjeuner, comme on dirait aujourd'hui, en 1696. Mais il reprend ça arrive. Voilà, il reprend cette habitude. Il boit à ce moment-là du café pour le soigner. Alors, le moment où on arrête de boire du vin au petit déjeuner, en fait, ça pourrait être dans un grand 19e siècle. Voilà. Et l'arrivée des sodas, c'est dingue. Aujourd'hui, on est très habitué, mais c'était une révolution du même type que celle qui a vu arriver le café ou le thé. Oui, effectivement. C'est le XXe siècle, les sodas ? Alors, ça arrive déjà avant. Le premier soda, c'est Schweppes, c'est 1790. Voilà. Mais il est vrai que le grand soda qui domine le marché aujourd'hui, c'est Coca-Cola, c'est 1886 aux États-Unis. Et le grand succès du Coca-Cola, notamment, c'est dans le XXe siècle. Voilà, effectivement. Et ça devient... La multiplication des sodas depuis, c'est un phénomène de société. Oui. Et je le mets, en fait, je l'intègre dans toutes les boissons sucrées de la mondialisation. Et on a un goût sucré qui se diffuse de plus en plus et qui vient notamment du Nouveau Monde, enfin qui vient des États-Unis. Ouais. L'eau, c'est amusant comme les Français ont fini par se laisser séduire par l'eau, notamment par l'eau minérale, ces dernières années. Ça a été un combat très long. Pendant très longtemps, les Français préfèrent le vin. Oui, c'est sûr. On peut, par exemple, expliquer que en Bretagne, dans le nord de la Bretagne, dans les années 1950, il n'y a que 5% des écoliers qui, au déjeuner, boivent de l'eau. 95% des écoliers boivent des boissons enivrantes, du vin, du cidre, de la bière, etc. Le grand succès de l'eau, c'est l'eau minérale, l'eau en bouteille, en plastique, et c'est véritablement chez nous dans les années 1970-1980. Même si, aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens qui boivent davantage d'eau du robinet, parce qu'elle est de meilleure qualité, et puis elle est moins onéreuse également. La lutte contre l'alcoolisme, l'idée même de l'alcoolisme naît au XIXe siècle, et le fait qu'on va commencer en France à lutter contre l'alcoolisme, on a l'impression que c'est avec la défaite de 1870. Oui, vous avez raison. On incombe à l'ivresse, à l'alcoolisme, notre infériorité militaire face aux Prussiens. Oui, vous avez raison. Le mot alcoolisme est inventé en 1849, mais vraiment dans une optique médicale. Et il faut attendre 1870, la défaite contre la Prusse, et l'événement de la Commune, de la Révolution de 1871, pour qu'effectivement des sociétés de tempérance, sur le modèle américain, se développent
chez nous. Et on essaie de trouver une explication à la défaite française et on la trouve dans une sorte de dégénérescence des Français par rapport aux Prussiens, aux... Ce que reprendra le régime de Vichy en 1940. Mais entre-temps, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et là, les militaires, on leur a donné du vin, donné du vin, donné du vin. Oui, alors, ça a été souvent exagéré. C'est-à-dire que la ration quotidienne officielle de vin pour les poilus, c'était entre un demi-litre et 1 litre de vin par jour. C'est-à-dire, grosso modo, ce que recommandait Pasteur pour être en bonne santé. Mais les poilus pouvaient acheter du vin et donc en boire bien davantage. Mais la Première Guerre mondiale, c'est un moment important parce que c'est un moment où les jeunes Français apprennent à boire en grande quantité. Et arrive donc quelques années plus tard Vichy, qui, notamment dans des œuvres de propagande, explique que, en partie, la défaite est due aux alcools forts, aux pastis, notamment, qui auraient accentué la dégénérescence. C'est là où il a été difficile pour les Français d'admettre qu'il y avait un problème d'alcool dans ce pays, c'est qu'on leur avait seriné pendant des années que c'était très bon pour la santé, vous l'avez dit, en ce qui concerne Pasteur. Des images comme celle-ci, buvez du vin, vivez joyeux, c'est inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il faut boire avec modération. Oui. Ça a été une vraie révolution mentale au cours du XXe siècle pour les Français. Oui, et ce tournant, on peut le dater dans des années 1950-1960. Et symboliquement, on pourrait même prendre la date de 1959, qui est la date à partir de laquelle on n'a plus le droit de conduire en état d'ébriété. Ce que vous racontez est hallucinant, c'est-à-dire que jusqu'à là, la voiture étant considérée comme un endroit privé, on y faisait ce qu'on voulait, et si on conduisait ivre, c'était une circonstance atténuante en cas d'accident. C'est invraisemblable. Exactement, oui. Il est vrai que la précédente grande loi datée de 1873, elle a criminalisé l'ivresse publique manifeste. Et dans sa voiture, on est chez soi. Voilà, effectivement. Et à partir de 1959, c'est interdit. Et puis après, on a toute une évolution, puisqu'on arrive, grâce à l'éthylotest, à mesurer le niveau d'alcoolisation. Et dans toute cette période où on lutte réellement contre l'alcoolisme, c'est le moment où on va cesser de verser du vin dans le verre de nos écoliers à la cantine. Oui, ce qu'on faisait. On va arrêter de penser que les travailleurs de force doivent boire leurs 3 litres par jour. C'était ça à peu près ce qu'on leur accordait. Oui, c'est ça, 2 litres au moins. Voilà, on trouvait ça normal, bon pour le... Exactement, oui. Et notamment le vin rouge avec une robe très profonde, un vin rouge très charpenté, c'était un vin qui renforçait le travailleur, qui était censé lui donner davantage de vitalité. Même chose pour les militaires, même chose pour les policiers? Oui, alors pour les militaires, pour les policiers, on se méfie un petit peu de ces volumes excessifs, parce qu'il faut quand même maintenir l'ordre, il faut quand même obéir aux ordres dans des moments critiques. Aujourd'hui, alors on a une obsession pour le binge drinking. Comment vous expliquez alors ce phénomène? Est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce que c'est encore une vision qu'on a de la jeunesse, qu'on a toujours tendance à criminaliser? C'est une réalité que l'on peut nuancer. Rappelons d'abord ce que c'est que le binge drinking. Alors, en français, on peut traduire ça par biture express. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de boire beaucoup, non pas pour le plaisir, mais pour s'enivrer rapidement. Ce que font normalement les Scandinaves, les Russes. En tout cas, c'est comme ça qu'on les imagine, parce qu'on a tendance aussi à criminaliser les façons de boire des étrangers. Vous le racontez bien. Effectivement, souvent, le mauvais buveur, c'est l'autre, en fait. Voilà, les Américains, chez qui l'alcool est a été criminalisé pendant longtemps. Par la prohibition. Alors, pour revenir au binge drinking, on a des chiffres et on évalue le nombre de jeunes, c'est-à-dire de moins de 25 ans, adeptes de cette manière de boire, à environ 4%. 4% des Français, des Françaises qui pratiquaient cette manière de boire. Alors, il y a tout un fantasme autour de ce binge drinking parce que c'est médiatisé. Effectivement, ça vient du monde anglo-saxon, ça vient des États-Unis. À mon avis, il y a eu un transfert, alors lié à une certaine américanisation de notre culture évidemment, mais par certains biais qui peuvent être les écoles de commerce, très ouvertes sur le monde anglo-saxon. Est-ce que ça n'est pas aussi le fait qu'on a tendance maintenant à criminaliser l'alcool et que donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les jeunes auraient tendance à boire de plus en plus vite parce qu'ils ont peur qu'on les en empêche, comme aux États-Unis ou en Scandinavie. Alors on peut se poser une question essentielle, c'est de savoir qui juge. Et le plus souvent, ceux qui jugent dans les médias, dans le monde politique, ce sont ce qu'on appelle des adultes établis, avec un certain âge et avec un certain niveau social et des manières de boire qui ont été apprises. C'est-à-dire que les adultes établis ont appris le bien boire. C'est-à-dire qu'on boit du bon
Alors c'est très relatif, mais on boit du bon et on déguste de plus en plus. Ça se diffuse de plus en plus. Et on boit dans avec notre modération. monde. Et il y aurait une sorte d'incompréhension de certaines pratiques de la jeunesse qui sont, je dirais pas éternelles, mais le fait qu'une partie de la jeunesse s'affirme face aux adultes en refusant une partie des normes qui sont diffusées par le monde des adultes. Ça existe depuis toujours. Effectivement, ça existe depuis... Pour finir, Mathieu Lecoutre, la baisse incroyable des débits de boissons dans un pays comme la France, on l'explique comment ? Alors déjà, on peut dire qu'aujourd'hui, on a 10 000 communes en France qui n'ont plus de débit de boissons. Et le nombre de débits de boissons est en train de reculer de 2% à peu près par an. C'est un premier constat. C'est considérable. C'est considérable. L'idée, en fait, essentielle, c'est que l'on boit chez soi de plus en plus. Voilà. Alors, il y a différentes raisons, qui peuvent être des raisons économiques, qui peuvent être des raisons de recul d'une certaine forme de sociabilité, puisque le café, c'était au cœur de la rencontre. Et le grand moment du café, c'était avant la télévision. Effectivement, oui. Donc, je n'osais pas le dire. vous pouvez tout dire dans cette émission. Merci Mathieu Lecoutre d'avoir terminé cette émission avec moi. Merci. Hier, aujourd'hui, demain se termine. On se retrouve le 7 juin pour un nouveau numéro. C'était votre magazine avec Biosun, fabricant de pergolas bioclimatiques. Curiosité et plaisir étaient au programme de votre magazine culturel avec les collectionneurs de Château et Hôtel Collection.